Bonjour à tous, bonjour à toutes. Karim Benzema est de retour en équipe de France et c'est une bénédiction pour tous les fans de football. Mais nous ne nous retrouvons pas ce soir pour parler d'une future attaque Mbappé-Benzema-Griezmann. Et nous ne reviendrons pas non plus sur Calf Infinity, l'album du grand Damso qui, après 24 écoutes, oscille toujours entre la déception blasée et la masterclass ultime. Non, ce soir, nous revenons pour continuer à parler d'Hunter x Hunter, le chef-d'œuvre inachevé de Yoshihiro Togashi. Après avoir débriefé l'entrée en matière, nous avons visionné les épisodes 6 à 10 de l'animé de Madhouse. Pour en parler, je suis à nouveau accompagné de mes acolytes. Chris, comment tu vas, frérot? Ça va mon frérot, ça va, tranquille. Même si pour moi personnellement, Calf Infinity, ça se situe plus au niveau de la masterclass. Mais je pense que je suis pas du même avis que l'autre acolyte. En parlant de lui, en parlant de l'homme, Madou, comment tu vas? Ça va, on est là. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet de Damso, Calf Infinity, parce que ce n'est pas le sujet actuellement. Là, comme tu as dit, la Benzema, attaquant dans la liste des 26. Une attaque que des utilisateurs de naines de qualité. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Ouais, franchement, la France est libérée, le monde du foot n'en peut plus. Les gars, Netero, la tour aux astuces, l'introduction pardon, de la famille des Oldic, c'est parti. もう一発わしをとって虎に頭突きをしたら坊主の頭が壊れてしまうかといって腹の力を抜けばわしが痛いし逃げちゃえあ死んでる今右手使ったでしょあDu coup, pour commencer, les 5 épisodes qu'on vient de regarder étaient un petit peu plus légers, on va dire, en termes de contenu que les 5 qu'on a fait juste avant, qui étaient très très riches, avec beaucoup de scènes importantes, En même temps, c'était les premiers, donc de nouveaux personnages avec des caractéristiques qu'il fallait décortiquer. Là, les 5 épisodes qui suivent, donc la deuxième épreuve et le début de la troisième épreuve de l'examen Hunter, il y a beaucoup de scènes intéressantes, etc., mais peut-être un petit peu moins riches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un focus principal sur Netero, donc un petit peu plus tard. Un personnage, on va dire, pas forcément principal, mais quand même très, très important dans l'œuvre de Togashi, parce que c'est, comme dans beaucoup de shonen, la figure du papy surpuissant qui apparaît au début, mais on verra qu'il est beaucoup plus complexe par la suite. Donc, pour revenir aux 5 épisodes en eux-mêmes, déjà, je vais vous poser, comme d'habitude, la petite question. Quel était un petit peu votre feeling quand vous les avez regardés? Est-ce que vous en avez dégagé en premier, votre impression? Et puis, on va commencer par Chris, du coup. Toi, qu'est-ce qui t'a fait un petit peu kiffer et qu'est-ce que tu as retenu pour l'instant de ces 5 épisodes? Ce que j'ai retenu un peu de ces 5 épisodes, moi je me rappelle que la première fois que j'ai regardé Hunter x Hunter, au niveau, j'ai trouvé l'examen d'Hunter vraiment dur en fait. J'ai trouvé l'examen d'Hunter vraiment dur. Et puis là, en fait, en le regardant, je me suis dit, mais en fait, c'était tranquille, c'était une promenade de santé. Que la plupart que tous les personnages ils se sont un peu amusés, quoi. C'était vraiment détente pour eux l'examen d'Hunter. Et voilà. Après, franchement, les 5 épisodes, comme tu as dit, il y avait moins de contenu, donc je suis resté un peu sur ma faim. Et voilà, vivement qu'on passe au prochain épisode, même si c'était vraiment plaisant. Madou, même sensation? Entièrement d'accord avec Chris sur ce sujet-là. C'est beaucoup moins complet que les 5 premiers épisodes, parce que dans les 5 premiers épisodes, on a la présentation des personnages principaux quand même. On a la découverte de Killua, la rencontre entre Killua et Gon. Et là, c'est un peu plus plat. Je veux pas dire que c'est mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est beaucoup plus plat. Je vais tourner regarder un peu plus que les 5 épisodes, un peu comme Chris, je crois. Et ouais, mis à part le petit exercice entre Netero et Gon et Killua, moi, je vais un peu de mal dans ces 5 épisodes. Peut-être les premiers combats de la tour aux astuces, j'ai trouvé ça assez stratégique. J'ai bien aimé la manière de Kurapika d'observer les choses. Ça, je pense qu'on en parlera un peu plus en détail plus tard, mais un peu sur ma fin, ouais. Ouais, je suis carrément d'accord avec vous. C'est vrai que
En vrai, Chris, tu as raison. Quand on regarde plusieurs fois, on se rend compte que en fait, c'est tellement des monstres, les candidats, que les épreuves qui leur sont proposées, pour l'instant en tout cas, sont assez tranquilles. Et au final, on va arriver sur des épreuves difficiles seulement quand ils entreront en confrontation directe, quoi. Et comme bah, là, du coup, ils vont être en opposition, ils vont être obligés finalement de se montrer, de se mettre en évidence. Moi, il y a quand même, enfin, je sais pas, surtout la première fois, je dirais que j'ai regardé, j'étais agréablement surpris par la troisième épreuve, qui est en fait en revisionnage est vraiment longue, hein, je trouve, est vraiment longue, parce que là, on est au début, ça fait déjà 2 épisodes qu'on est dedans, il passe beaucoup de temps sur qui va être le cinquième qui va tomber avec eux. Tous les choix qu'ils font des fois alors que c'est vraiment de la merde, tu vois, c'est des choix bidons, genre ouvrir la porte, on passe 5 minutes sur ça, bon bah, voilà, c'est sympa, mais en fait je sais pas, pour moi c'était intéressant parce que après la deuxième épreuve, je pense qu'on n'est pas obligé de revenir dessus, à part deux trois choses qu'on dira plus tard, mais vraiment cette épreuve là du travail en groupe où il tombe évidemment avec le plus gros fils de pute de tout l'examen. Je sais pas, ça a amené une dimension psychologique en fait à l'examen sur le rôle de chacun dans un groupe, celui qui va péter les plombs et mettre en danger on va dire le collectif, ceux qui sont vraiment égoïstes en mode bon bah faites vos bails, moi je vote avec la majorité puis je m'en bats les couilles, ceux qui essaient un petit peu de garder les autres en mode lié, donc ça c'était un petit peu le rôle de Gon. Et du coup, ça faisait je trouve, un bon test pour les candidats entre la volonté individuelle et la nécessité collective de se mettre d'accord sur une décision et avancer. Et je trouve que c'était un petit peu le seul truc à noter intéressant, on va dire, dans leur formation de Hunter, sachant qu'en soi, après, ça revient vite à du combat, etc. Donc, c'est pas non plus forcément très, très original. Mais il y avait ce côté-là un petit peu qui était exploré, qui était bon, sympathique, quoi, sans plus. C'est vrai. Par rapport à tout ça, il y avait un élément aussi des épisodes 6 à 10, justement, qui, je pense qu'il mérite d'être mis en avant aussi, c'est la différence encore plus marquée entre les candidats et les hunters pendant l'épreuve culinaire, Mhm. où à un moment donné, où il n'y a personne qui voit l'intérêt justement de cette épreuve. Il y a même un des postulants justement à cet examen qui va commencer à s'énerver sur les juges. Et là, on voit directement la différence de force, de puissance et d'expérience contre. Parce qu'on voit clairement que c'est deux mondes qui les séparent, quoi. C'est Quand clair. il essaie de l'attaquer et puis que l'autre, il ne veut pas, il dit ouais, sinon je l'aurais tué. Et, Ouais, c'est vrai, cette épreuve-là, c'était la belle occasion d'avoir aussi deux hunters un petit peu spéciaux et de montrer que malgré tout, ça restait des monstres. ouais. Je pense personnellement que tout se joue dans la maîtrise du naine. Comme on le sait tous, la fin du vrai examen Hunter, elle se fait lorsque la personne en question, elle maîtrise le naine. Et ça change du tout au tout. On l'a bien vu plus tard dans la tour, je sais plus comment elle s'appelle, Tour aux la astuces. la tour des combats. Non, je parle Ah ouais, ouais, de Evans l'arc Arena, ouais. suivant. Ouais, La tour des combats qu'un ouais. utilisateur de naine, un mec qui n'utilise pas le naine, qui se confronte à un utilisateur de naine, ben, il a deux doigts de mourir. On le voit très bien. Donc, je pense que la différence de puissance, elle se situe principalement là. Après, on peut quand même voir que Attends, Magid, on a un ça, bug. si je me souviens bien, comme quelqu'un qui est à leur égal au minimum. Donc, parfois, il arrive qu'ils tombent sur des personnes assez dangereuses. Et même les deux hunters culinaires, comme tu l'as dit, Chris, ils le disent plus tard quand ils dînent tous ensemble. Euh, la seule aura meurtrière qu'ils ont réussi à trouver à ce moment-là, c'était l'aura d'Hisoka, alors que Hisoka, il était en retrait. Donc, ouais, il y a une Et différence monumentale, mais je pense qu'il peut arriver qu'il y ait des mecs qui soient solides. Et on ne parle pas d'Hirumi en plus, parce qu'Hirumi est aussi ouais, présent, et Hirumi doit et, maîtriser également le naine. Donc, ouais, justement, c'est que c'est aussi un sentiment de puissance aussi. C'est un aveu de puissance qu'on montre à Inoue, entre guillemets, qui est caché. mm, Puisque Isoka, d'accord, il ne voulait pas cacher son aura, mais Inoue, mm, lui, la cache. mm. Et justement, qu'il arrive à cacher son instinct animal, on va dire, alors qu'il est né dans ça, il a baigné dans ça, et puis toute sa vie, ça n'a été que ça. C'est bien Ouais, ça, Ça c'est montre bien ça. vraiment que le Mais personnage est très puissant. Hirumi,
on va pas faire son profil là tout de suite, mais Irumi, selon moi, c'est plus un instinct, un meurtrier qui ressort quand on commence à vouloir s'attaquer à Killua. Donc là, il risque Ouais. pas de voir quoi que ce soit. Mais si un des juges avait frappé Killua comme ça, ben, je pense que t'inquiète pas qu'il aurait ressenti son aura meurtrière à lui aussi. Hmm. C'est vrai. Il y a Mais aussi ouais, un moment. la différence est monumentale entre les hunters et les postulants. C'est vrai, Il y a aucun doute, en général en tout c'est cas. vrai. Il y a un autre élément aussi qui m'avait marqué dans ces épisodes-là. J'espère que je ne me trompe pas et que ça fait bien partie de ces épisodes. C'est quand il y a l'ancien examinateur qui essaie de se venger d'Hisoka. Ouais. C'est bien là-dedans. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ouais, avec Ouais, ses couteaux, là. Ouais, Ces Ouais, quatre couteaux là. qui essaie qui essaie de se venger et qui ne comprend pas qu'Hisoka arrive à manipuler une technique qu'il maîtrise, que lui a mis 6 mois à maîtriser. Mais bon, après, on va comprendre pourquoi dans le manga, pourquoi est-ce qu'il a réussi à. Il ne maîtrisait pas vraiment ces Bourgicom. couteaux-là, quoi. Mm. Hmm. Et Non, je c'est trouve que vrai. c'est un bon foreshadowing aussi au Ouais, mais de personnage. ouf. De ouf. Ça montre en même temps sa puissance sur le coup et en même temps, bah, après, tout va s'éclairer avec sa Ouais, technique. Mais déjà, c'est intéressant En parce que là-dessous. ouais, ils sont là-dessous. Et c'est vrai que jusqu'à ce que les juges en parlent, on n'avait pas. Bah, le concept, on va dire, d'aura n'avait pas été introduit. Donc, on apprend déjà qu'il Mm. y a des C'est vrai, personnages ils qui l'introduisent. ouais, C'est exactement ça. qui ont une certaine aura. Et on se rend compte que même dans l'aura, il y a déjà un côté ben, bien et mal, ou en tout cas aura meurtrière, etc. Et aura ouais, pas bénéfique, mais aura lumineuse, j'en sais rien. Enfin, ouais, bref. Mm. Et du coup, c'est vrai. on se rend compte que Hisoka, il est très très sombre, il est prêt à faire des choses très très sombres et en plus son aura meurtrière a priori il la sortait parce que l'épreuve commençait à lui casser les couilles et Mm, il mm. avait de nouveau envie de se dire bah quitte à me faire virer je vais me faire plaisir et commence à me taper contre les deux juges parce que j'ai envie de voir au moins s'ils sont forts. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Donc non franchement ouais ça c'est vrai que c'était un moment c'était le moment qui est le plus kiffant, je trouve, de l'épreuve 2. Parce qu'après, bon, c'était un petit Mm. peu une épreuve gag où Menchi, elle les dégage tous parce qu'ils savent pas cuisiner. Donc, Ouais. et puis un petit peu pour nous donner la leçon en mode, bah voilà, Hunter, Une petite morale à la fin, c'est ça. voilà, c'est aussi chercher l'impossible, quoi. Chercher l'ultime, le beau, l'impossible dans tous les domaines qui soient, y compris les saveurs, les goûts, la cuisine. Donc, c'était plutôt sympathique. Et, mais ouais, après, franchement, toute l'intrigue de la tour aux astuces qui arrive derrière. Moi, il y avait un truc que vraiment j'avais envie de vous partager et sur lequel vous faire parler. C'est la réaction de Kurapika quand il voit l'araignée sur enfin du coup le faux tatouage de brigade, mais l'araignée tatouée sur le dos de Magitani, ce gros trouillard, ce poltron qui fait le beau gosse avec ses poings en acier là. Et Pour le buzz, quoi. ouais, voilà, exactement. Et Kurapika, il y a deux choses qui m'intriguent et sur lesquelles j'aimerais avoir vos avis. Déjà, j'aurais voulu avoir l'avis de Chris spécifiquement sur est-ce que c'est propre à Togashi d'avoir des personnages qui ont vraiment des réactions ultra sanguines comme ça, parce qu'on a parlé d'Illumi, c'est son genre, mais Kurapika, c'est exactement ça, parce qu'il voit rouge, bah, littéralement, mais il devient complètement malade dès qu'il voit il dit, dès que je vois une araignée, j'ai du mal à me contrôler, je deviens fou, etc. Est-ce que cet aspect limite folie, c'était aussi présent chez des personnages de Togashi? Parce que moi, j'ai du mal à le voir ailleurs, dans des autres univers de shonen, en tout cas beaucoup plus difficilement. Et la Mm. deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est la phrase qui dit, une fois que Magitani est évanoui, et Kurapika, il dit, je refuse de frapper encore plus quelqu'un qui a déjà perdu. Et bon, Mm. est-ce que sur le moment, dans le contexte, on va dire, de l'épreuve, vous vous dites, il a raison, un duel, c'est un duel, ou est-ce qu'il aurait dû aller le balancer? Et est-ce que quand vous avez revu la scène-là par rapport à ce qu'on sait qu'il fera plus tard à Uvo, c'est-à-dire qu'il va le martyriser, le fracasser jusqu'à le tuer, alors qu'il n'est pas forcément obligé de le faire, est-ce que ça vous a donné des frissons en vous disant que l'évolution de ce personnage, elle allait être super rapide? Du coup, je vais commencer par Chris. Je sais pas si tu as des souvenirs de Yu Yu Hakusho Bah, pour le genre de réaction sanguine, bah, après Kurapika en après, général. par rapport au personnage de Kurapika dans Yu Yu Hakusho, en fait, c'est tout le quatuor des personnages principaux de base qui sont tirés du Yu Yu Hakusho, en fait. En fait, tu revois vraiment un parallélisme, en fait, entre les deux mangas. Entre un humain qui fait un peu vieillot, un peu grand, avec une coupe en banane, qui se bat un peu avec un style de Yakuza,
qui là, on va reprendre le style de Lerio, Le qui est brigand. repris dans Yu Yu Hakusho, avec un roux il se bat avec une épée un peu bizarre. Tu as Kurapika aussi, non, tu as Killua, qui est repris par un, un semi-démon, un humain semi-démon. Donc là, tu vois qu'il y a bien le parallélisme entre Killua, qui est un humain, entre guillemets, parce qu'il est élevé par une famille, il est élevé dans une famille d'assassins et puis qui développe des capacités clairement surhumaines. Mhm. Tu as le personnage principal. Bon, là, franchement, le parallélisme, il est flagrant, vu que les deux personnages se ressemblent vraiment beaucoup. Ouais. Ils ont les cheveux noirs-verts un peu bizarres et ça se ressemble vraiment beaucoup. Et justement, Kurapika est repris par un personnage, pareil, qui a des allures un peu féminines, Mhm. comme Kurapika, qui a des allures un peu féminines, et qui a la particularité aussi de se transformer quand, quand il y a des situations un peu à stress ou bien des situations un peu bizarres. Si Ok. mes souvenirs sont bons, ce personnage-là, il se transforme en renard, en fait. C'est un peu comme Kyuubi ou un truc d'un genre, il se transforme en renard blanc quand il y a des situations de stress. Et puis, c'est un peu à mettre en parallélisme avec les yeux du clan Kuruta, quoi, quand ils sont soumis à des situations un peu stressantes. Ok. Donc, par rapport à Cool. ça, c'est ça qu'on revoit un peu dans Yu Yu Hakusho. Mhm. Ensuite, est-ce que l'évolution de Kurapika, ça m'a un peu choqué? En fait, tu vois que c'est un personnage qui en a gros sur le cœur, en fait. Parce que même à la fin, quand il voit le tatouage de l'araignée, il dit qu'il est content. C'est une bonne chose que sa haine ne se soit pas estompée. C'est-à-dire que c'est vraiment à montrer comme quoi le personnage, il a un désir de vengeance qui est incroyable. À partir du moment où il en arrive à dire qu'il est heureux que sa haine ne se soit pas estompée envers la brigade fantôme, je pense pas qu'il y ait une évolution rapide. Je pense juste que les choses sont arrivées où elles devaient arriver, quoi. Et il a juste subi cette accumulation de haine que Kurapika avait accumulée pendant toutes ces années. Ouais, moi personnellement, je suis entièrement d'accord avec Chris. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que Yu Yu Hakusho sera disponible sur Netflix bientôt, si je me trompe pas. Ouais. 1er juin, Ouais, 1er 1er juillet. juillet. 1er juillet, donc moi je vais taper ça fort. Il faut que je regarde parce que j'ai un léger souvenir de ça quand j'étais petit. J'ai dû regarder 2-3 épisodes par-ci par-là sur manga, mais là, il faut que je le fasse parce que maintenant je connais Togashi, quoi. Faut que j'ai une vision bien complète de ce manga-là. Moi, je suis assez d'accord aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ce que tu as dit sur Kurapika. Faut pas oublier ce qu'il a dit dans l'épisode 1, c'est exactement ça. Il a dit, la seule peur que j'ai dans ce monde, c'est que ma haine s'estompe un jour. Sa haine pour la brigade. Donc là, en fait, moi, je pense pas qu'il y ait eu une évolution du personnage, surtout que quand on sait que à l'arc York City, Kurapika, il perd clairement son calme quand il commence à avoir les yeux rouges, quand il est en Emperor Time. Donc, est-ce qu'il y a une évolution du personnage ou est-ce que plus il se rapproche de la brigade physiquement et mentalement, plus il devient incontrôlable? Moi, je pense que c'est plus ça la problématique qu'il rencontre. Après, voilà, hein. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Chris. Mais ouais, pour moi, il y a pas d'évolution, il n'y a pas de mauvaise évolution en tant que telle. Je pense que le mal, il est déjà présent en lui. Et en fait, c'est juste est-ce qu'il est capable de le retenir suffisamment ou pas. C'est ma Ouais. vision. Ok. Non, bah, je comprends. C'est vrai que moi, ça m'a un peu. Enfin, ouais, première fois que j'avais regardé, j'étais pas choqué par, on va dire, la violence de sa réaction, mais vraiment, tu te dis, mais si déjà sur un mec dont dès le début il sait que c'est un faible, il est innocent, enfin, c'est vraiment un. Par rapport à un mec de la brigade, c'est voilà, c'est une sourasse, quoi, le mec bleu, là, enfin, Magitani. Et Clairement. je me dis, alors que Kurapika, dès le début, il sait que c'est un fake, qu'il va le tabasser et qu'il n'a rien à voir avec la brigade, il arrive quand même pas à maîtriser ses émotions et son état et il va quand même complètement péter les plombs. Au-delà simplement de la patate qu'il lui met, il va juste devenir dingue et ils vont mettre du temps à le calmer, à le raisonner, à lui dire gros, c'est bon, calme-toi et tout, c'est fini. Et même Kurapika lui-même, il s'en rend compte qu'il perd complètement le contrôle sur lui-même. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai que logiquement, en fait, plus il va s'approcher de son but réel, plus il va sombrer dans la folie, dans l'esprit de vengeance, dans la rage et tout ça. Donc, je dirais que l'évolution, elle est assez logique, mais la violence du départ, en fait, pour moi, elle était vraiment choquante, quoi.
choquante de à quel point il est possédé par cette envie de se venger, alors que, bon, tu vois, il pourrait, tu vois, pas prendre ça plus tranquillement, mais plus d'une manière stratégique, d'une manière tactique. Et là, on voit qu'il est face à la situation donnée, il perd complètement le contrôle, il est dans l'agressivité pure, quoi. Ouais, d'autant plus que moi j'ai remarqué un truc que j'avais jamais remarqué, mais ils disent que, bah, Kurapika, il dit lui-même que quand il voit une araignée, des fois, il s'énerve. Ça, je l'avais jamais Ouais. remarqué. J'avais jamais fait attention à cette phrase-là. Donc, c'est exactement, c'est parfait pour soulever ce que tu viens de dire, tu vois. Il perd tout contrôle dès qu'il est en face d'une araignée, encore plus face à la brigade. Hmm. Chris, quelque chose à ajouter avant qu'on bascule sur Non, Netero Kaicho? non, par rapport à ça, franchement, sur le personnage de Kurapika, comme j'ai pas trop avancé dans le manga, franchement, là, on a dit beaucoup de trucs quand même sur le Hmm. personnage. Je vais Ouais. rien ajouter, Ok, à ma nickel. connaissance. Nickel. Bon, les gars, comme promis, on va profiter un petit peu de ces épisodes un peu plus calmes pour lancer une analyse détaillée de personnages. Et il y avait pas tellement le choix finalement, selon moi, parce qu'il y a un personnage qu'on découvre dans ces 5 épisodes qu'on va plus revoir avant un bon bout de temps après l'arc qu'on fait, et puis qui va avoir quand même une importance majeure dans le manga, c'est le président de l'association des Hunters, Isaac Netero Kaicho, qui d'ailleurs, quand il est introduit, on ne sait pas qu'il est président de l'association en tant que tel, on sait juste qu'il est président du comité de l'examen. Donc on ne sait pas qu'il est vraiment tout au sommet de la hiérarchie, mais on sent que tous les Hunters, ils s'en défèrent à lui en tout cas, et que c'est vraiment le patron parmi les patrons. Bon voilà, en fait, déjà, première question, à quel point vous êtes hypé quand vous voyez ce mec qui saute du dirigeable au milieu de l'épreuve, là, qui s'écrase avec ses sandales et qui dit à Menchi, bon, t'es bien gentil, ma petite fille, mais je vais quand même essayer d'avoir des nouveaux hunters cette année, donc trouve-moi autre chose. Madou, moi je sens que quand tu as vu une arrivée comme ça d'un vieux papy en sandales là, qui saute de 200 mètres, toi tu devais être hypé de manière incroyable. Moi, comme je vous l'ai dit, les gars, moi, j'ai découvert Hunter x Hunter à la suite d'une vidéo que j'ai vue de Netero qui saute du dragon du grand-père Zeno. Ouais. Donc, quand je l'ai vu comme ça, au début, j'ai eu du mal à le reconnaître parce que quand on le voit, il est super gainé dans l'arc des Chiméra Ant. Il a fait une cure de testostérone incroyable, le bouc, il est super solide. Et là, il est un peu moins impressionnant, mais en fait, je pense que là, en regardant, je suis impressionné par le fait que, comme on a dit tout à l'heure, les hunters culinaires, déjà, ils ont une différence de niveau qui est colossale comparée aux postulants. Et on voit la hunter culinaire qui, qui avoue tous ses torts devant Netero, en fait. Elle lui dit clairement, je suis désolé, je suis allé trop loin, président. Elle a deux doigts de se chier dessus, tu vois. Il a deux doigts de lui envoyer une pomme de zéro en pleine face, elle le sait, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Son arrivée, elle est extraordinaire. Après, si tu veux qu'on développe plus, on peut développer plus, mais Vas-y, fais-toi plaisir. ouais, ouais. Moi, je kiffe l'esprit de Netero, tu vois. Il arrive et on sent que c'est un joueur de ouf, tu vois. Il est là, le juge Satotsu, il l'appelle et il lui dit, ouais, je crois bien qu'il y aura aucun candidat qui va continuer à cause de cette épreuve. Et on sent que ça le turlupine pas tant que ça, en fait, parce qu'il est archi joueur, le mec. Il est archi joueur. Et comme t'as dit, en fait, c'est censé être la figure, c'est censé être le papy qu'il y a dans tous les shonen, sauf que les papys dans tous les shonen, c'est des mecs qui sont super sages. On prend Barbe Blanche, super sage. On prend le troisième Hokage, super sage. Ils sont tous super sages, tu vois, alors que Netero, il arrive et on sent que c'est un mec malicieux, tu vois. On va développer tous un par un ce qu'on pense de lui, mais déjà, on sent que la malice est présente. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a hypé en re-regardant le truc. Chris? Moi, ce que j'ai kiffé sur le personnage, c'est qu'il pose les bases dès le début, en fait. Ça se voit. Dès le début, on sent déjà que lui, il n'est pas commun, que c'est un malade dans sa tête. Parce que quand il saute du dirigeable, je pense que la personne qui conduit le dirigeable, il a un permis, il peut atterrir normalement sans qu'il ait besoin de faire
tout ce bordel. Mais, mais non, le gars, il saute du dirigeable, il tombe, une Yeah! chute de 1000 mètres, et il se pose comme ça, et tout le monde le regarde. Mais c'est qui, lui? C'est qui ce papy? Et ensuite, tu vois l'interculinaire qui se chie dessus en voyant Netero. Et lui, tu te dis, ah ouais, quand même, lui, ça annonce du lourd. C'est le boss de fin, clairement. Ouais, vraiment, tu le vois, tu te dis, oh putain, lui, c'est le boss. C'est le troisième Hokage, c'est le mec tout en haut de la chaîne alimentaire. Mais ouais, en plus, Netero, on a la chance d'avoir un gros contenu sur lui en très peu de temps et d'avoir une grosse palette, un éventail de toutes ses caractéristiques, ce qui est finalement assez rare, parce que souvent, on attend de progresser dans l'intrigue pour justement en découvrir de plus en plus sur les personnages, alors que Netero, je dirais que certes, on va en apprendre plus, mais ça va être que des développements de base posés dans les 2 épisodes qui suivent, là, donc le 6 et le 7, celui de son introduction et celui où il propose le jeu à Gon et Killua. Et pour aller tout de suite dans le vif du sujet, le jeu Attrape la balle si tu peux, qui propose aux deux gosses, c'est vraiment le résumé magnifique de toute la personnalité de Netero. Moi, j'ai noté quelques attributs et après, vous rajouterez tout ce que vous voulez. J'ai mis que, bien sûr, il était joueur parce que lui, il a envie de s'amuser et puis il a envie aussi, comme il sait que c'est des gamins, il pense qu'il doit avoir quelque chose en eux, d'envie de se distraire, etc. Donc, il se dit qu'il va aller plutôt vers eux que vers quelqu'un d'autre. Il est sûr, évidemment, de sa surpuissance parce qu'il sait qu'il ne peut pas perdre ce jeu. Il le fait à une main, un pied, mais il aurait pu le faire à un genou que de toute façon, il aurait gagné. Et on voit à un moment donné où il a 2 doigts de perdre la balle et là, il met un coup de pied surpuissant, vitesse supersonique, il les déglingue, il est chaud, il brûle le sol tellement il est surpuissant. Donc, il est sûr que de toute façon, il va pas perdre. Donc, en fait, dans ce jeu, il a tout à gagner, juste à s'amuser. Et j'ai noté 2 autres trucs. C'est que c'était quelqu'un qui était toujours dans la confrontation. Et ça, on va en parler parce que on le reverra plus tard. C'est quelqu'un qui a du mal, on va dire, à accepter le compromis quand c'est un compromis qui remet en doute sa surpuissance. Et je pense que c'est quelque chose qu'on verra au sein de l'association des Hunters, mais aussi à l'extérieur avec Meruem. Et enfin, j'ai mis un petit truc qui m'a fait. Ce qui, sur le moment, m'a fait bien kiffer, m'a fait rire, c'est que c'est un putain de génie du combat parce que Killua part en premier pour aller prendre le ballon et il commence à faire la technique des pas obscurs, là, où il se démultiplie. Bon, évidemment, Gon n'est pas au courant, ça, on peut s'en douter. Il n'a jamais quitté l'île de la Baleine, il ne sait pas c'est quoi ce genre de technique de combat. Mais on sent que dans sa tête, Killua, avec cette méthode, il a dû tuer tous les mecs qu'il avait besoin d'assassiner dans sa vie, quoi. C'est sa méthode ultime, il la maîtrise parfaitement, il est certain de lui. Et Netero, il sait quelle méthode c'est, où est-ce qu'on l'apprend, quel type de personne l'utilise et comment la contrer, parce que voilà, c'est genre le boss final. Donc voilà, c'est ce que moi j'avais noté qui m'a un petit peu marqué au début sur Netero et qui va un petit peu se développer plus tard. Est-ce que vous avez les mêmes trucs ou des trucs en plus sur lui, que ce soit au long de ce combat-là, et puis bien sûr les caractéristiques qu'on verra plus tard, notamment dans l'arc des chimères? Ben, par rapport au combat qu'il a eu, enfin le petit jeu qu'il a eu avec Gon et Killua, euh, on a très clairement compris que dans Hunter x Hunter, les auras sont très facilement reconnaissables, les auras des personnes. Et on sait très bien que Netero combattait souvent le grand-père de Zeno Zoldyck, et il combattait également Zeno Zoldyck et ils se connaissent. Donc, en voyant Killua, il a très bien compris que c'était un Zoldyck, un descendant de ses anciens adversaires. Et en voyant Gon, c'est sûr et certain aussi qu'il a reconnu le fils de Jean Frix, un de ses 12 Zodiacs. Donc, je pense que ce jeu, il est allé un peu plus loin dans le sens où, comme tu as dit, tu vois, il voulait voir de quoi ils étaient capables et il les voyait un petit peu, je pense, comme la nouvelle génération, tu vois, il voulait jauger le truc. Euh, enfin, selon moi déjà. Donc, voilà. Et par rapport à sa personnalité, ouais, tu as clairement tout dit. Le mec est très, très joueur, je le répète encore, mais il pense être surpuissant. Après, à un moment dans le manga, il dit clairement que c'est plus lui l'utilisateur de Nen le plus puissant dans ce monde, mais il sait quand même qu'il ne faut pas le sous-estimer et qu'à une époque, il pouvait gifler n'importe qui. Euh,
Donc, ouais, Netero Kaicho, quoi. Hein. Il est là, il est présent. Après, ouais, après, je laisse la parole à Chris, mais cette phrase qu'il dit, elle m'a toujours fait rigoler parce que je me dis, comme c'est un petit peu bon, dans l'esprit, c'est un petit peu le Kizaru de Hunter x Hunter, c'est quand même un putain de troll, tu vois. Et quand il dit à Gon et Killua, si vous attrapez la balle, vous deviendrez directement Hunter. Genre, il les troll, il s'en bat les couilles, tu vois. Et du coup, moi, quand il a dit cette phrase-là, je l'ai toujours pris en mode, bon, je vais faire le faux modeste, voilà. Mais évidemment que c'est toujours moi le plus puissant, mais je vais dire qu'il y a des mecs un plus puissants parce que moi, je suis plus dans mon prime, tu vois. Mais je suis sûr que au fond de lui, il sent, même si c'est plus vrai, tu vois, il sent que avec de la préparation, etc., ça reste l'humain le plus puissant sur Terre, tu vois. Donc, je sais pas si cette phrase, il l'a dit vraiment sérieusement, parce que j'ai du mal à voir un mec justement comme Netero qui ne doute jamais, même face à l'évolution ultime de la nature, tu vois, qui ne doute jamais de sa force et qui pense toujours en sortir vainqueur. Je vois vraiment mal un mec comme ça être sérieux quand il dit qu'il y a des gens plus forts que lui, tu vois. Je pense que dans sa tête, il est resté le plus fort jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Même quitte à pas être lucide, tu vois. Ouais, Moi, ben, moi, je vois pas trop Netero penser qu'il est le plus fort, tu vois, dans le sens où lui, il sait qu'un combat de naine, c'est pas déterminé à l'avance par rapport à ta puissance de naine, tu vois. C'est plus ta détermination, comment tu vas utiliser ton naine, le contexte extérieur. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et selon moi, Netero, en utilisation de naine pure, il sait que c'est plus le meilleur, même si, comme tu as dit, on sent qu'il fait quand même un peu le faux modeste. Mais il est tellement sûr de lui dans le sens où il sait qu'il abandonnera jamais. Il est capable de faire face à un Meruem qui est à un niveau God, tu vois. Donc, je te rejoins, mais à moitié, tu vois, dans le sens où Netero, il est sûr de lui. Il est pas, je pense pas qu'il soit sûr de sa puissance, mais il est sûr de sa détermination et clairement de son envie de. Parce qu'en fait, lui, il est un petit peu comme Hisoka dans le sens où il est capable de faire tout et n'importe quoi pour s'amuser. On va voir plus tard il va désigner un Pariston comme vice-président. Ouais, Pourquoi? Parce qu'il sait que Pariston, c'est le mec qui est capable de le plus l'emmerder, de le plus lui faire face. Donc, moi, je le vois plus comme ça. En fait, je le vois plus comme un mec qui, jusqu'à la fin de sa vie, va relever des défis qui sont devenus impossibles pour lui alors qu'ils ils n'auraient pas été impossibles pour lui 60 ans auparavant, ouais. plutôt qu'un mec qui sait qu'il va balayer tout le monde, tu vois. Ok. Ah ouais, je vois. Chris, vas-y, je t'en prie. moi, je pense que si on me demande un peu le caractère du président Netero, si on devait le comparer à un personnage, je le comparais à Son Goku, je le comparais à Goku. On peut croire qu'il veut le bien, et c'est pas le bien qu'il veut, il met, il met l'amusement et l'adversité au-dessus de tout. Hmm. C'est un personnage qui est né pour l'adversité, qui est né, on va dire, qui est assez égocentrique aussi. On va dire qu'il est assez Totalement. égocentrique dans le sens où tout ce qu'il voit, il va le voir par lui-même. Il va le voir par lui-même. Genre, il va se mettre Comme un défi à dans un surmonter. premier plan. Ouais. Il va se mettre dans un premier plan et il va dire, OK, par exemple, quand à la fin de son jeu avec Gon, il a dit, bon, là, j'ai paré son premier coup. S'il prend encore son coup, Il va se casser la tête. il va se casser la tête. Quand Killua lui met un coup de pied, il lui dit, Les ah abdos ouais, quand béton. même, pas mal de coups de pied. Si c'était un être humain normal, si c'était un être humain normal, Il se serait Vegeta serait cassé la jambe. fracturé. Ouais, il se serait cassé la jambe. Tu vois, à chaque fois qu'il Ouais. fait quelque chose, tu vois, il se met dans un premier plan et ensuite il voit le tout. Par exemple, quand il se bat contre Meruem, pareil, je prends l'exemple à la fin du combat, Mhm. quand il fait exploser la bombe, il fait pas exploser. Moi, après, c'est moi, c'est mon point de vue. Mais Ouais, je vas-y, pense pas vas-y. qu'il fasse exploser la bombe pour sauver le monde. Il fait exploser la bombe pour battre Meruem, pour gagner son Mm, combat. mm. Donc, ouais, moi, c'est un peu ça qui m'a assez intrigué, vu qu'au final, je pense que c'est le président parce qu'il est bienfaiteur, que c'est le papy bienfaiteur, comme un peu comme dans tout shonen. Mais non, pas du tout. Là, on se retrouve face à un papy égocentrique qui est un papy égocentrique qui est loufoque. Et voilà, mais ça fait le charme du personnage.
Mm. Ouais, pour revenir, et puis après, Madou, je sens que tu as envie d'appuyer ses propos. Pour revenir à ce que tu dis sur le combat contre Meruem, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le jeu avec Gon et Killua et le combat contre Meruem, c'est un peu le début et la fin de Netero, et c'est un petit peu un parallèle qui est fait, ou en tout cas, les deux oppositions se répondent un peu. Bon, et au-delà du un bras, une jambe, il finit avec un bras, une jambe contre Meruem. Au-delà de ce refus de la défaite et ce côté jeu aussi, parce que contre Meruem, c'est un jeu. Il dit au roi, viens sans me tuer, et si tu arrives à me faire capituler, je te donnerai ton nom. Et Gon et Killua, c'est la même chose, c'est venez, attrapez la balle, si vous y arrivez, vous devenez Hunter. Donc il aime donner des objectifs aux gens pour que les gens se poussent à leur maximum pour l'affronter, parce que lui, le seul truc qui l'intéresse, c'est de connaître le potentiel maximum des gens et d'y faire face et de les dominer, parce qu'il pense que c'est le plus fort quoi qu'il arrive. Mais c'est super intéressant ce que tu as dit sur son égocentrisme, parce que dans la discussion qu'il a avec Meruem, une fois que le dragon de Zeno les a posés, l'opposition du dialogue, elle est assez improbable entre l'humain, donc Netero, qui ne parle que de son combat à venir contre l'insecte. Il ne parle que de est-ce que tu penses que tu es assez fort pour me battre, est-ce que tu penses que tu es meilleur que les humains, un espèce d'insecte et tout, je vais te battre quand je veux. Et Meruem, tout son discours, il est centré au contraire sur le bienfait pas de l'humanité, mais du coup du monde, sur comment moi je vais restructurer le monde parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des êtres qui méritaient de vivre et des êtres qui ne méritaient pas de vivre. Et c'est Meruem qui a un plan pour l'humanité, qui a réfléchi à ce qu'il voulait faire, alors que c'est censé être le contraire. Et Netero, il est envoyé, il est déjà juste en mode allez, moi j'ai envie de me taper, viens. Et puis il trouve un moyen pendant la discussion, c'est juste un moyen pour lui de trouver un motif à Meruem pour se taper. Et c'est là qu'on voit que Netero, en fait, quand il reçoit le coup de téléphone ça, je sais pas, ça doit être le gouvernement mondial ou un truc comme ça qui l'appelle et qui lui dit bon, il y a un problème Le pour G7, je crois, NGL, ou G20. ouais, voilà, il y a un problème, il faut envoyer le Hunter. Netero, il est là en mode let's go, let's go. Il y a peut-être des adversaires puissants, Vraiment, peut-être qu'ils sont dangereux pour l'humanité, pour le NGL, tout ça, mais moi, je m'en bats les couilles. Ça me fait une bonne occasion de trouver un mec puissant. Et même quand le roi il n'est pas encore né, on sent que Netero il est en mode ah quand même attaquer le nid avant que le roi il soit né, machin. Et tu sens qu'au fond de lui, il est en mode ah quand le roi il soit né, il y aura plus que moi pour aller me taper contre lui et je vais pouvoir tester la puissance. Donc c'est franchement fascinant cet égoïsme qu'il a en fait. C'est ça, il était à deux doigts avant la naissance du roi de dire laissez-le venir, il n'y a pas de souci, je l'attends. On va voir Et qui est puis qui. ça, c'est même. Et on voit que c'est quelque chose qu'il a depuis qu'il est tout jeune, depuis qu'il est tout petit. Quand il s'entraîne pour être le maître du donjon, là, quand il s'entraîne à mettre des coups de poing dans le vide pendant 50 ans, et on voit que c'est quelque chose qu'il a depuis qu'il est tout petit. Cet égocentrisme, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Quel flashback incroyable d'ailleurs, hein, l'entraînement Netero. C'est vrai. Incroyable, incroyable. Moi, j'irais même un peu plus loin sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure quant à son appel avec le G7. G7, si je me souviens bien. Il va plus loin que de dire vas-y, je vais aller trouver un adversaire assez fort. Il dit aux membres du G7 est-ce que j'ai les pleins cartes blanches, pouvoirs, est-ce que j'ai carte blanche exactement sur tout ce que je vais faire? Donc là, c'est exactement ça. On voit le parallèle se dessiner entre Meruem qui a un vrai plan pour les êtres humains pour redessiner l'humanité et Netero en fait qui est juste là. C'est ça en fait, c'est le péché de l'orgueil. Il veut juste prouver qu'il est meilleur que les autres. Et ça c'est terrible. Ça c'est terrible aussi parce que le flashback de Netero, moi je le voyais un peu aussi comme un parallèle qui avait été fait entre Bouddha et Netero dans le sens où Bouddha il s'était mis à prier, je sais plus combien de temps, 7 jours je crois, sous un arbre pour devenir Bouddha et atteindre le nirvana. Et on voit Netero qui s'entraîne. Je suis pas sûr que ça soit 50 ans, Chris. Non, c'est pas 50 ans. 10 ans, je crois. Mais bref, je crois que c'est 10 ans. Je crois que c'est 10 ans, mais c'est quand même une dizaine. Mais il met sa vie de côté, quoi. Il met sa vie de côté pour la prière, quoi, parce que mis à part le fait de mettre des coups de poing, c'est avant tout le fait de prier super vite pour être capable de mettre un coup de poing qui fait que Netero il devient aussi fort. Donc il y a clairement un parallèle qui se crée entre lui et Bouddha pour qu'au final on se rende compte que Netero c'est l'incarnation même du péché de l'orgueil.
Donc Ouais. c'est incroyable. Et quel flashback magnifique. Quel flashback magnifique avec la musique, avec l'OST Mystic Land, si je me souviens bien. Mystic Land ou New Mutation, je sais plus. Kingdom of C'est Predators. Kingdom of Predators, bien joué. Bien joué. Non, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et en plus, c'est dans le flashback comment, il nous explique du coup pourquoi il est parti en retraite spirituelle et physique pour aller faire ses prières et ses coups de poing, ses 10 000 coups de poing. Et on nous dit que la réponse à toutes ces questions à Netero, il l'avait trouvé que c'était la gratitude envers les arts martiaux et le combat, et que c'était le seul truc qui le motivait maintenant à continuer à avancer dans la vie. Et quand il rencontre Meruem, il atteint enfin le sommet de la gratitude avec le fameux moment où il dessine un cœur avec ses mains parce que il remercie le monde, la divine providence et du coup Le destin. les arts martiaux, le destin. Au bout, enfin, il sait que c'est plutôt la fin de sa vie, lui, même si le naine lui permet de vivre très très longtemps. Il remercie quand même le monde de lui avoir envoyé un adversaire à sa hauteur, à sa taille, alors qu'il y croyait plus vraiment et qu'il était condamné finalement à ne pas pouvoir se battre au maximum parce que sinon il tuait des gens parce qu'il était trop puissant, quoi. Et on voit Mm. que au moment, tu vois, il descend dans la tombe et il fait un cœur avec ses mains au mec qui va enchaîner 99% de l'humanité. Tu te dis qu'en fait, bah oui, vraiment, il en a rien à foutre et il est juste là parce il va kiffer son combat, quoi. Alors que c'est quand même le président de l'association qui est censé, en partie, bah, défendre un petit peu le bas peuple, défendre le monde, protéger des catastrophes. Mais quand le président c'est ça, qu'est-ce que tu veux faire de l'association, quoi? C'est C'est terrible. vrai. C'est clairement ça, et c'est pour ça que le parallèle que Chris a fait avec Goku, il est incroyable, parce que c'est clairement ça, c'est un Goku en fait. Et il est là, il envoie son fils se faire tabasser par un, un alien qui vient de je sais pas d'où, juste dans le but de le rendre plus fort. C'est clairement ça son objectif final. Après, moi je suis plus ou moins d'accord sur le fait que tu aies dit que il soit si, il éprouve autant de gratitude pour avoir rencontré un adversaire aussi puissant parce qu'il allait plus jamais en rencontrer. Netero, dans les mangas, normalement, si je me trompe pas, on sait qu'il est allé 2 fois sur le Dark Continent. Sur le Dark Continent, c'est le continent où il y a les chiméréantes qui viennent et où il y a les 5 ou 6 autres fléaux qui apparaissent. Donc, Netero, il a déjà dû voir la mort, je pense. Étant Netero, étant l'homme le plus puissant, l'homme le plus fort utilisateur de Nen, il a quand même dû voir la mort à ce moment-là. Et on sait que Netero aussi, il se battait à armes égales avec le grand-père de Zeno Zoldyck. Donc, il a vu des adversaires très forts. Mais oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où il éprouve de la gratitude pour ce combat. Mais je pense il y avait quand même plus fort que Netero. Parce on va en revenir à cette discussion. Est-ce que Netero était vraiment invincible? Est-ce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui? On n'a pas vu le Dark Continent. Il y a des fléaux qu'on n'a pas vus. Donc, Ça, déjà, Meruem qui ressort avec quasiment quelques égratignures de la paume de zéro, c'est c'est qu'il y a des mecs encore plus solides que Meruem au final. c'est sûr. Moi, j'ai juste envie, pour conclure sur Netero, de parler de l'arc où bah, il est plus là, mais il faut gérer sa succession, qui est un petit peu, justement d'ailleurs, avec avec le premier arc avec Grid Island, souvent l'arc le moins reconnu comme très très bon de Hunter x Hunter, mais qui pour moi est vraiment excellent, l'arc de la guerre, enfin pas la guerre, si la guerre, non la succession, juste la succession de président. La guerre de succession, c'est le manga. Euh, L'esprit de Netero, on se rend compte qu'il est vivant dans une partie de l'association et il est représenté par des gens qu'on va détester en fait pendant cet arc. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que les deux seuls qui défendent l'esprit de Netero, c'est Pariston et Jin. Jin, on le découvre et ça a vraiment l'air en fait d'être un putain de branleur. C'est un hunter de génie, mais on se rend compte qu'en fait au quotidien, c'est juste quelqu'un qui casse les couilles de tout le monde et personne n'a envie d'être avec lui. Et Pariston, c'est le manipulateur, le mec que tout le monde déteste, qui fait des trucs en sous-main, etc. Et au final, à la fin de l'arc, on se rend compte que c'est les deux seuls qui justement adoptaient la philosophie de Netero et qui ont envie de la prolonger, même s'ils se rendaient compte de ses limites et de ses dangers pour l'association. Et on a en face une branche, on va dire, un peu plus réformatrice qui veut retourner à des hunters plus raisonnables, moins d'accent posé sur la puissance, mais plus voilà, des gens bien formés qui sont capables de prendre des décisions intelligentes. Et, Des valeurs. exactement. Et du coup,
Et pour vous, quel est l'héritage de Netero dans l'association? Est-ce que vous pensez que c'est une association qui tournait bien avec ce genre de philosophie, sachant que c'est lui qui l'imposait au reste et il ne posait pas de questions? Ou est-ce que vous pensez que justement, à l'association des Hunters, ça devrait être quelque chose de plus collectif, plus intelligemment mené, mais au risque de perdre la folie, la création, l'inventivité des Hunters qui fait aussi un petit peu l'essence de ce métier, d'aller chercher l'aventure, d'aller chercher l'inconnu. Du coup, Chris, je te laisse essayer de répondre à la question. Ok. Bah, je pense que l'héritage qu'a laissé Netero quand même à l'association des Hunters, c'est un peu le chaos, quoi. C'est un peu chaotique quand on voit à sa mort comment l'association des Hunters elle se met à tourner, comment l'élection, ça devient, c'est une guerre. C'est le bordel. On retrouve c'est le bordel. On se retrouve avec une guerre un peu entre les bras, où on voit justement toute cette scission qui a été faite au moment de la mort de Netero. Pourquoi? Puisque c'était limite, c'était pas un régime de la terreur qui avait été instauré, mais c'était limite ça en fait. C'était limite ça à partir du moment où les gens n'avaient pas leur mot à dire. C'était un peu l'association qui allait courir à sa perte. En fait, l'association des Hunters, enfin le monde même, le monde qui tournait autour des Hunters, il tenait grâce à quoi? Grâce à la puissance de Netero. C'est tout. Il tenait que grâce à ça. Parce qu'on va dire qu'au niveau des décisions qui étaient prises, ce n'étaient pas les décisions d'un président où ça met l'association en danger, ça met le monde en danger. Tout ça, grâce, on va dire, où c'était grâce à la puissance, parce que c'est la puissance qui règne. Même au-delà de ça, tu regardes l'examen de Hunter. L'examen de Hunter, il est mal structuré, quoi. Quand tu prends en compte où, à plusieurs reprises, pendant l'examen même, il y a Gon et Killua qui le disent, oui, il y a pas de test un peu d'intelligence, il n'y a pas de test de psychologique, de personnalité, etc. Au niveau des décisions qui devraient être prises, il n'y en a pas. Ils étaient choqués que tout repose sur la puissance, que tout repose sur le combat. Donc, en fait, il n'y a que ça que je peux dire que l'héritage de Netero est laissé, quoi. Il est chaotique. Perso, euh, moi, je pense que Netero, ouais, non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit dans le sens où l'association de Hunter en tant que telle, elle tenait que grâce à Netero, à sa personne. Parce qu'en soi, c'était pas un régime de la terreur qu'il avait mis en place parce que il faisait pas peur aux gens, mais en fait, il inspirait tellement de respect euh, aux autres qu'il pouvait que être reconnaissant de côtoyer ce type de personne. Et lui, il était capable de tenir ça à lui tout seul. C'était la fondation même de l'association en tant que telle. Euh, Après, moi, perso, est-ce que j'aurais préféré une association plus basée sur les valeurs, les calculs techniques pour l'examen Hunter? Je suis pas trop sûr, tu vois. Parce qu'en plus, quand Killua et Gon, ils parlent de ces tests d'intelligence, ils parlent plus de tests écrits, tu vois. Donc, moi, je, moi, je suis persuadé que avec les épreuves qui font face, les épreuves auxquelles ils font face les postulants actuellement, ça nécessite un type d'intelligence, tu vois, qui est peut-être pas forcément de l'intelligence mathématique ou quoi, mais c'est de l'intelligence de situation, c'est de la survie. La survie en soi, c'est une intelligence, c'est la force en soi aussi, si tu veux, on peut le considérer comme une intelligence en tant que telle, parce que il faut apprendre à être fort. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Et ouais, Netero, il a instauré ça. C'était clairement qui sera le plus fort. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le parallélisme avec Goku, il est incroyable parce que au final, lui, il a vécu comme ça et il a mis en place ça aussi pour tous ses partisans, donc tous les hunters. Et ça, c'est quelque chose de ouf. Et Pierre, il avait demandé qui a inspiré le plus la façon de penser de Netero. C'est clairement Pariston. De mon point de vue, c'est clairement Pariston. Pourquoi Netero a désigné Pariston en tant que vice-président à ses côtés? Encore une fois, tu vois, on va citer un très grand homme. La puissance ne respecte que la puissance, tu vois. Il a dessiné, je vais pas citer cette personne parce que normalement on sait qui c'est. Je vais pas, il a désigné Pariston clairement parce qu'il sait que Pariston, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule personne qui était capable de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc encore une fois, garde tes ennemis près de toi, tu vois, c'est ça. Et, et Pariston, c'est vraiment le mode de vie de Netero.
il veut quelque chose absolument juste pour être capable de savoir s'il peut l'avoir ou pas. Et à partir du moment où il a eu la présidence, bah, il l'a abandonné. Il savait qu'il avait d'autres chats à fouetter. Dès qu'il sait que le défi est possible, il abandonne. Et c'est en ça aussi qu'il rejoint beaucoup de Netero, parce que Netero, on le voit face à Meruem, quoi. Il abandonne pas alors qu'il sait que c'est quasiment impossible de le battre. Donc quand il voit un défi impossible, c'est à ce moment-là il fait le signe de gratitude, le cœur, parce il sait qu'en fait, il va être obligé de se transcender et que bah, même s'il perdra, il le ramènera avec lui dans sa tombe. Et ça, pour moi, c'est du Pariston tout craché. Ça peut potentiellement être du Jin, mais je trouve que Jin, on l'a pas eu assez développé. On n'a pas vu son développement suffisamment Mhm. pour pouvoir se positionner sur ce point de vue. Mais Pariston, on a carrément eu son développement total et on sait que c'est un mec comme ça. Donc, ouais, pour moi, c'est Pariston, le futur de Netero, quoi. Après, j'ai un parallèle en tête, comme on en a beaucoup fait là ce soir. J'ai Mhm. un parallèle en tête qui mérite d'être fait. C'est au niveau de l'association d'Hunter et puis de l'autre association qu'on connaît dans Hunter, c'est la Brigade Fantôme. Ouais. On voit qu'il y a un parallèle entre les deux. Quand. Putain, j'ai un trou, s'il vous plaît. Crollo? Le chef de la brigade. Kuroro Chloros. Lucifer, Ouais. Ouais. Quand Kuroro, Il se fait quand il se enlever, fait ouais. capturer quand il se fait enlever par Kurapika et que tous les membres de l'araignée sont un peu en stress, Kuroro, il dit une chose. Il dit que l'araignée, sans la tête, même si je pars, l'araignée, elle perdure. Quoi qu'il arrive. Que c'est pas parce qu'il disparaît que l'araignée va disparaître. Alors que Netero, on va dire que au moment de sa disparition, si le chef disparaît, c'est toute l'association qui est bazardée. C'est toute l'association qui risque même d'être mise en péril. Mm. Pourquoi? Parce que justement, même si c'est une organisation de brigands, c'est pas la puissance qui est mise au premier rang dans la brigade fantôme. Ils ont un but commun, ils vont se réunir pour ce but commun, ils vont tout mettre en œuvre pour que ce but arrive à bien fait, puis se séparent. Alors que tout ce qui est réuni de l'association des Hunters, c'est la puissance. C'est la force et la puissance. Et c'est ce qui fait que l'araignée va toujours perdurer, puis à notre, à notre connaissance, pour le moment, qu'il n'y a pas de souci organisationnel au sein de l'araignée, et puis qu'il y en ait au sein de l'association des Hunters. Mhm. C'est Moi, pour ça ouais, vas-y. c'est pour ça ce qu'il a légué Netero, comme je le répète, c'est chaotique. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il a quand même légué l'anarchie, y compris dans Ouais. sa transition, parce que, bon, il est bien gentil avec sa vidéo, etc., machin. Sauf qu'il fait la vidéo en sachant qu'il va très sans doute mourir et que si la vidéo est diffusée, c'est qu'il est mort. Mais même jusque dans sa mort, il a dit, allez, je vais quand même m'amuser un peu, je vais quand même jouer. Je vais leur dire de faire une élection complètement à la con, où il faut un taux de participation, où il faut tel critère pour les candidats, où tout le monde peut voter, et où je désigne les 12 mecs qui s'entendent le moins sur la planète, c'est-à-dire les Zodiacs, pour l'organiser. Donc même lui, il est au ciel là, puis il rigole parce qu'il voit l'organisation de l'élection, il se dit, allez, c'est bon, ça va être rigolo, tu vois. Et je suis carrément d'accord avec le parallèle avec la brigade. Et quand Krolos se fait enlever, on voit en plus au sein de la brigade les disputes entre le groupe de Finks, Phaeton, qui disent qu'il faut aller poursuivre le boss parce que au pire, Krollo est tué, et puis eux, après, ils font le ménage, ils tuent Kurapika, et puis on passe à autre chose. Et le groupe de Machi, Nobunaga, etc., qui disent que le boss est tellement important pour la brigade que s'ils font pas tout pour le récupérer, la brigade va mourir elle-même parce qu'ils tiennent à leur nakama, quoi. Et là, pareil, la guerre de succession, on voit des différentes idéologies une fois que le leader, on va dire, est parti. Et les deux, on va dire, factions l'abordent de manière très différente, c'est-à-dire que les Hunters, ils ont tout un ensemble de règles, mais ils font tout justement pour les outrepasser, les modifier, les tordre pour que ça arrange leurs intérêts et atteindre leur but. Alors que la brigade, ils ont deux règles très simples. C'est la manière, on va dire, de s'organiser. Donc, si un membre est tué, le chef désigne, il faut tuer un autre membre, etc. Et la règle du quotidien, on va dire, c'est-à-dire qu'aucun membre n'est irremplaçable et tout le monde est sur un pied d'égalité.
et on règle les choses par pile ou face. C'est vraiment des règles très très simples dans la brigade, alors que les hunters, c'est très très compliqué. Et au final, c'est l'organisation avec les règles les plus simples et les gens les plus cohérents qui fonctionnent, on va dire, bien mieux que l'organisation où ils essaient de structurer des gens qui, en fait, sont pas du tout structurables. Et Netero, je pense qu'il l'avait compris quand même, tu vois. Dans un sens, en devenant président, je pense qu'il avait compris que comme l'assaut renfermait des personnalités tellement tu vois, extravagantes, improbables, qui n'arriveraient jamais à s'entendre, les règles n'allaient servir à rien, donc il fallait quand même essayer d'imposer une philosophie malgré tout. Et je ne sais pas s'il a forcément pris la bonne philosophie en disant que la puissance, les forces survivent, nous on veut des hunters solides, capables d'aller au combat. Mais en tout cas, je pense qu'il avait compris qu'avec tellement de membres différents, ça serait impossible de faire autrement. Mais est-ce que c'est pas une manière aussi bienveillante de Netero comme tu as dit, il est dans l'autre monde et il rigole en se disant, ouais, j'ai foutu le bordel encore une fois, comment dire, de les contraindre à des situations, à les mettre en face à de situations complètement chaotiques et super difficiles pour se dire que ils en ressortiront forcément plus forts et ça perdurera peut-être l'association de Hunter et l'esprit de Hunter parce que c'est peut-être pas en ayant un président sympa qui va se baser que sur les valeurs que l'association perdurera ou peut-être qu'elle perdurera, mais elle sera plus aussi efficace au niveau mondial comme elle l'était avant. Ça, c'est une question que je me pose aussi. C'est peut-être un peu la leçon de fin de Netero, euh, en mode on doit jamais se reposer sur ses acquis, on doit toujours combattre plus fort pour devenir soi-même plus fort. Mais ouais, la nuance que tu as faite, Chris, avec la Brigade Fantôme, elle est claire, nette et précise. Hein. Elle est claire, nette et précise. Et au final, on voit que c'est les personnes qui sont censées être les plus inhumaines, au final, qui sont le mieux organisées et les plus pragmatiques. Et ça, c'est une belle leçon de morale aussi de Togashi. On va dire ouais, on peut dire qu'il y a un petit semblant de conscience, on va dire, quand Netero relâche son message, parce que clairement, vu comment c'était parti, vu toutes les querelles qu'il y avait au sein des Zodiacs, pour savoir qu'elle allait être à la tête de l'association, ils allaient faire un Royal Rumble. Franchement, ils allaient tous se la foutre un par un pour savoir quel est le chef. Ouais, c'est sûr, au final, comme c'est mieux comme lui l'a décidé que comme eux, ils l'ont fait. Et en plus, comme il l'a dit, c'était une tâche de très basse difficulté. Donc, eux-mêmes, ça leur a mis un petit peu la pression en mode, bon, bah, quand même, si Kaicho, il a dit que c'était classe D, je crois, enfin, c'était vraiment un truc ridicule. Ouais. C'est qu'on devrait être capable de le faire. On n'est quand même pas con à ce point-là, tu vois. Mais ouais, du coup, c'était intéressant. Puis c'est un arc qui a mis un peu de politique dans du shonen. Donc, c'est pas souvent non plus qu'on en a. Souvent, la politique, c'est l'autorité est répressive ou l'autorité, c'est bien, puis ça s'arrête là. Là, on a quand même des stratégies électorales, des alliances et tout. Donc, c'était assez intéressant. Ouais, franchement, c'était un arc super intéressant. Puis on a encore un peu de temps avant de l'aborder, mais on y reviendra. C'est vrai. De toute façon. Ok, nickel. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur Netero. Et de toute façon, on reparlera de lui déjà dans quelques épisodes, quand on va avoir le droit à son fameux tournoi dessiné encore une fois pour que lui puisse s'amuser, où on n'a pas le droit de mourir, on n'a pas le droit de tuer, mais on n'a que le droit d'abandonner, mais sinon le combat ne s'arrête jamais. Et ensuite, on aura bien sûr des fourmis, où c'est un des personnages principaux. Comme d'habitude, avant de se quitter, je vais vous demander votre scène préférée et votre MVP de ces 5 épisodes. J'ai pris la parole la semaine dernière pour commencer. Du coup, cette fois, je vais laisser Madou nous dire la scène qu'il a préférée et le GOAT de ces 5 épisodes. Moi, les gars, je vais pas être super original. Pour moi, le GOAT de ces 5 épisodes, c'est Netero Kaicho. On en a parlé en long, en large et en travers. Mais en fait, en revisionnant pour la 5e fois l'esprit de Netero et sa puissance, on se rend compte vraiment que le mec est solide. Et moi, j'aime bien la petite scène. Ma scène préférée du coup de ces 5 épisodes, c'est clairement quand Gon va envoyer le deuxième coup de tête à Netero et que Netero l'esquive avec son bras droit. Et on voit Gon qui est super content parce qu'il se rend compte que Netero a utilisé sa main droite. Et c'était ça son objectif de la soirée. Et qu'est-ce qu'il fait après? Juste après, il dort. Il a atteint son objectif. Il sait qu'il ne deviendra pas Hunter en attrapant la balle parce que c'est impossible. Il l'a très bien compris. Mais contrairement à Killua, il abandonne pas et
il veut un petit signe de son développement personnel, même si ça vaut pas grand-chose pour d'autres, pour lui, ça vaut beaucoup de choses. Enfin, c'est super. Je trouve ça super. Vas-y, Chris, je te laisse l'honneur. Moi, je pense qu'en MVP de ces 5 épisodes-là, je mettrais, j'aurais mis sur un pied d'égalité Kurapika et Président Netero, justement, par rapport au petit jeu qu'il a eu avec Gon Ikiloa et Kurapika par rapport à son affrontement lors de l'épreuve dans la tour aux astuces. Mais je pense que je vais mettre Kurapika, justement, parce qu'on a des. Voilà, quoi. On sent que le personnage est déterminé, que ses convictions, bah, il y tient jusqu'au bout. Et la scène où il attrape le gars, où il attrape le gars par la mâchoire, il le soulève, lui met une droite, il le fait dormir, tout en sachant que c'était une fausse araignée, tout en sachant que c'était un usurpateur. À Il partir le de ce moment-là, démonte. ouais, vraiment, il l'a démonté tout en sachant que c'était un usurpateur, que c'était un menteur. Et tout simplement parce que voilà, quoi, il a voulu s'affilier à des gens qu'il n'aime pas. Et donc pour moi, c'est pour ça que pour le moment, je l'ai mis MVP de ces 5 épisodes-là. Ok. T'as une scène préférée? C'est celle de la patate, une autre? La scène préférée, c'est quand il voit l'araignée, silence total, yeux rouges. Suspension. Silence total, yeux rouges. Ouais. Et après, peut-être que c'est mon esprit qui joue des tours. L'attention est palpable. Mais je crois qu'Killua, genre, il a une petite réaction en mode. Ouais. C'est bizarre. Mm. Il a une petite réaction en mode tiens, il est bizarre là. Ouais, il sent qu'il y a une aura, il sent qu'il a changé de. Ouais. C'est ouf. Ok, bah écoutez, je vais conclure. Moi, mon MVP, c'est Hisoka. C'est Hisoka parce que c'est le centre de l'attention des juges déjà, donc c'est pas rien. Ça veut dire qu'ils l'ont encore une fois repéré et que ils se rendent compte que, je crois que c'est Satotsu qui dit carrément qu'il est plus comme nous que ce qu'on voudrait croire ou ce qu'on voudrait espérer. C'est-à-dire qu'en fait, on sait déjà à quel niveau il se situe et juste simplement, il a choisi un chemin différent que les hunters classiques, on va dire. Et puis on a quand même droit à une petite masterclass dans son 1v1 contre l'ancien juge où il le ridiculise. Et puis là, quand il lui tranche la tête, on voit juste l'ombre du mec qui sait qu'il est terminé et qui se chie dessus avant de mourir, quoi. Et Hisoka qui finit premier dans la tour et tout. Enfin, vraiment, là, on a le début de l'horreur qui peut inspirer de sa puissance dans ce premier arc, de sa domination. Et même si, évidemment, il va être plus en lumière encore plus par la suite. Mais franchement, la discussion entre les juges, elle m'a fait vraiment kiffer sur ça. Et on voit que il est vraiment bizarre, quoi. Quand il construit son château de cartes, là, tu te rends compte que il n'est pas normal, quoi. Et ça m'a fait bien kiffer. Et ma scène préférée, moi, c'est la discussion dans le dirigeable entre Gon et Killua, où Gon lui demande ce que font ses parents et Killua lui dit qu'ils sont assassins et qu'il lui dit que toute ma famille, c'est une famille d'assassins. Et Gon, il dit ah ok, du coup ils vont bien, ça se passe. Tes deux parents, il dit. Il dit mes parents sont Ah ouais, les deux. Les deux. Genre, et bon, au-delà de la blague, de l'innocence des deux gosses et tout ça, de Killua qui trouve enfin un ami qui a pas peur de lui, qui le comprend et c'est beau à voir parce que Killua, on sent qu'il a jamais eu quelqu'un comme ça avec lui. Mais en plus, ça montre, et on en a parlé avec l'introduction de Gon, ses caractéristiques, ça montre encore une fois la neutralité morale de Gon. En fait, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal avec lui. Une famille d'assassins, en soi, tu peux te dire, mais c'est un truc de tordu, de taré, etc. Mais Gon, il est simplement curieux pour les choses qu'il ne connaît pas et qu'il a envie de découvrir. Donc, ça, c'est quelque chose dont il ne se doutait pas. Du coup, il est curieux, il est content. Et les seules notions de bien et de mal qu'il a, c'est est-ce que ça fait du mal à mes amis ou est-ce que ça leur fait du bien? Et du coup, comme Killua, en plus, va devenir l'épicentre de ce à quoi Gon tient, tout ce qui va lui arriver de mal, il va le prendre beaucoup trop à cœur, enfin très à cœur et trop à cœur. Et du coup, c'est un petit peu, ça pose les fondations de toute
la neutralité morale de Gon et du fait qu'il est curieux de toutes choses, y compris des choses qui peuvent être dramatiques, mortelles, cruelles, etc. Mais cette discussion, elle est vraiment incroyable. Et puis, elle est ponctuée par l'arrivée de Netero en plus, donc une scène vraiment magnifique. Bon, les gars, merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois pour du coup les épisodes 11 à 15 avec un peu plus de contenu cette fois. Je sais que vous avez pris un peu d'avance, donc moi je vais devoir m'y mettre. Donc voilà, la fin, il me semble, de la tour aux astuces et l'introduction de la 4e épreuve qui va être un putain de battle royale cette fois pour le coup. Et, Royal Rumble. On va se régaler. Je vous remercie et puis on se retrouve très rapidement pour parler d'Hunter x Hunter. Merci les gars. Merci à toi, Passer. merci.